Bonjour et surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée l'hypersensibilité en lumière. Alors, certains peut-être me connaissent déjà, donc vous savez que j'aime bien faire une fois par an à peu près, c'est ma fréquence, des vidéos sur le thème de l'hypersensibilité, déjà parce que c'est un sujet qui me passionne personnellement, et puis en fait, j'ai réalisé que moi, si j'avais pu avoir toutes ces informations plus tôt, j'aurais probablement profité beaucoup plus tôt de l'hypersensibilité comme étant un cadeau, pour ceux qui ont vu la première vidéo que j'avais mise en ligne sur ce sujet, qui s'appelle l'hypersensibilité du fardeau au cadeau. Parce que c'est vrai que quand on est une personne hautement sensible dans ce monde, eh bien, c'est pas toujours évident déjà de comprendre comment on fonctionne, ensuite de l'accepter, ensuite d'assumer aussi que peut-être on fonctionne différemment de la plupart des gens, qu'on pense différemment de la plupart des gens, qu'on a des émotions fortes, qu'on réfléchit beaucoup, qu'on se pose 10 000 millions de questions sur le sens de la vie, etc. Et puis, je crois qu'un des plus beaux chemins qu'on puisse faire, à mon avis, c'est quand même d'accepter qui on est, de réaliser qu'il y a probablement aussi des raisons à cela, car l'univers ne joue pas au dé, comme disait Albert Einstein. Donc voilà. En fait, aussi, cette vidéo, aujourd'hui, j'avais envie de la préparer pour Noël. Parce que Noël, pour moi, c'est une fête qui représente beaucoup. C'est une période de l'année où je me sens très bien. Je sais que pour certains, c'est difficile quand il y a des problèmes familiaux, etc. Ce que j'ai parfois aussi pu rencontrer dans mon propre chemin. Mais en tous les cas, c'est une période de retour de la lumière. Et pour moi, vraiment, je sens toujours dans mon corps quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et j'avais vraiment envie de préparer cette vidéo aussi dans ce but-là parce que cette vidéo parle beaucoup de la lumière. De la lumière en tant que conscience, de la lumière en tant qu'outil de guérison, et puis aussi du fait qu'en fait on comprend très peu de ce que c'est que la lumière. Quand moi-même j'ai fait mes études, à l'époque, on parlait de la lumière comme étant des photons, c'était des petits quantas d'énergie qui avaient une dualité onde-particule. Donc on disait que soit c'était observé comme étant une onde, soit c'était observé comme étant une particule. Et c'était, je dirais, pour moi, euh, un grand mystère. Je me disais, mais comment tout ça c'est possible? Alors, je ne dis pas du tout qu'aujourd'hui j'ai compris, mais en tout cas, j'ai commencé à percevoir un peu plus profondément ce mystère, à découvrir aussi que c'était au fond une forme de miracle, tout ce que la lumière est capable de faire, que la lumière est transportée jusqu'au cœur de nos cellules, que c'est la lumière qui fait rayonner notre corps, qu'on est bien plus qu'un corps physique, mais qu'on est un corps avant tout de lumière, d'énergie, de vibration, et que grâce, je dirais, au travail sur soi, grâce à l'éveil aussi à la spiritualité, à la compréhension de ce qu'est l'univers, de là dans ce qu'on peut observer dans le monde physique, on peut découvrir vraiment quelque chose de magique, de magnifique, qui peut véritablement nous guérir. Parce que sans vouloir parler trop de moi, c'est pas vraiment mon genre. Euh, je peux dire, enfin, je commence aussi à dire un peu plus en ce moment sur mon blog, par exemple, que ben voilà, mon parcours n'a pas été facile du tout, que j'ai dû surmonter des épreuves, mais que ça m'a beaucoup appris, et notamment au fond de mon cœur, depuis que j'étais enfant, j'avais envie de comprendre la vie, j'avais envie de comprendre ce qui se passait. C'est aussi ça, toutes ces questions, en fait. C'est peut-être difficile quand on ne trouve pas de réponse, mais ça nous pousse à chercher plus loin, et ça nous pousse à percevoir au-delà du visible, au-delà du mode de pensée conventionnel, et ça, je crois véritablement aujourd'hui, c'est une conviction profonde que c'est un immense cadeau. Voilà. Alors, j'espère que au terme de cette vidéo, vous serez capable soit d'embrasser encore plus votre différence, soit de commencer à percevoir aussi que ça peut être une chance et que ça vous donne un peu d'espoir. Parce qu'au fond, moi j'ai fait 10 ans de psychanalyse par exemple, parce que je souffrais pour tout un tas de raisons. Et pendant ces 10 ans de psychanalyse, on m'a poussé à réfléchir à des raisons, notamment transférentielles, sur ma famille, sur ci, sur ça. Et j'ai énormément réfléchi. Et puis à la fin, je ne me sentais pas beaucoup mieux parce qu'au fond, je souffrais parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas et je me torturais l'esprit à essayer de comprendre intellectuellement les choses.
Aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est pas nécessaire de tout comprendre, que de toute façon, on comprend quand même pas grand-chose, parce que tout ça, c'est tellement complexe, ça nous dépasse. Donc, au fond, comprendre, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de garder l'espoir, de savoir que si je continue à avancer, si je fais un pas de plus, euh, je vais atteindre un niveau de connaissance et de bonheur qui est supérieur, et je vais pouvoir vraiment, véritablement commencer à rayonner, à créer la vie qui me correspond. Voilà. Alors, comme je le disais, j'ai déjà plusieurs vidéos sur le sujet de l'hypersensibilité. J'ai aussi un site internet que je mets assez régulièrement à jour. J'essaie de faire en sorte qu'il soit convivial, qu'il vous donne des informations. Et donc ce site internet s'appelle www.anisen.ch. Il y a notamment toute une page de vidéos consacrée uniquement à l'hypersensibilité, qui est au fond les vidéos les plus importantes que j'ai mises en ligne concernant ce sujet. Moi-même, qui suis-je? Ben, peut-être que vous me suivez déjà un petit peu, donc vous avez peut-être déjà certains éléments. En tous les cas, je fais partie d'une fratrie enfin plutôt d'une sororité de 3 sœurs. Je suis celle du milieu qui a apparemment une place pas facile. Alors je ne sais pas s'il y a des places qui sont vraiment faciles. Et puis en tous les cas, voilà, la vie pour moi, ça a quand même été compliqué, je dirais, depuis le début. Disons que j'avais un environnement familial qui n'était pas toujours idéal, on va dire ça comme ça. Je me posais déjà beaucoup de questions et j'étais surtout, malheureusement pour moi, très isolée à l'école. Alors, bien sûr, j'étais en partie responsable, mais je ne le comprenais pas, je ne le savais pas, j'étais beaucoup dans mon monde, beaucoup dans la lune. Et puis, finalement, je cherchais aussi peut-être peu le contact avec mes camarades, parce que, bon, déjà, je ne savais pas très bien comment faire, et puis, je me sentais perdue, je me sentais seule, je me sentais isolée, je me sentais étrange. Et aussi, c'est probablement ce que je devais transmettre à mon entourage, parce que je sais que beaucoup de gens m'ont trouvé bizarre, et même étrangement un peu insensible parfois, ce qui était évidemment pas du tout le cas. Mais c'était tellement intense à l'intérieur de moi que évidemment il y a eu des périodes de ma vie où je me suis vraiment coupée, où j'ai adopté notamment la science comme étant ma religion, le monde matériel, physique comme étant ma religion, mais c'était au prix du déni finalement de qui j'étais vraiment. Parce que quand j'étais enfant, j'étais beaucoup plus ouverte et beaucoup plus proche notamment de ma spiritualité, mais comme j'avais été déçue par le monde, déçue par la vie, euh, eh bien, je m'étais coupée de ça. Heureusement pour moi, la vie m'a pas laissé faire. Et même si ça a été des crises existentielles assez douloureuses, je vais en parler encore un petit peu plus tard, ça m'a permis de me retrouver au fond. Et aujourd'hui, encore une fois, je trouve que c'est magnifique. Alors mon parcours, certains me disent souvent qu'ils le trouvent un petit peu atypique, évidemment. Bon, vous me direz, j'étais un profil atypique, donc pourquoi avoir un parcours typique? Mais aussi parce qu'a priori, ben, j'avais choisi une voie très scientifique et aussi un petit peu un mode euh, disons, hiérarchique, compétitif, dans lequel je me suis jamais vraiment d'ailleurs épanouie, parce que j'ai jamais vraiment compris les codes sociaux. J'étais quand même passionnée par la science, ça c'était la première chose. Et j'ai eu dans ma carrière des postes vraiment passionnants à ce niveau-là. Mais j'avais aussi déjà à ce moment-là cette envie d'aider, de servir, et notamment pour les personnes malades. Alors bon, moi je ne sais pas vraiment d'où ça me venait, hein, mais c'était présent. Je savais que j'avais fait des études de chimie, que j'aurais pu peut-être gagner plus d'argent en travaillant pour certaines boîtes de pétrochimie, de fabriques de tabac, de fabriques d'encre pour les billets de banque, par exemple. Je savais très bien tout ça. Mais ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais pouvoir trouver du sens à ce que je faisais. Et c'est pour ça que j'avais travaillé dans le monde pharmaceutique et j'avais travaillé dans des milieux où vraiment la santé, la sécurité du patient était au cœur de notre travail quotidien, mais vous comprendrez peut-être déjà à ce moment-là que c'était pas si simple non plus d'assumer comme travail. Déjà parce qu'en général, on est peu aimé quand on doit définir certaines règles et aider les personnes à prendre conscience des conséquences de leurs actes, etc. Mais moi, au moins, j'y trouvais un sens. Toutefois, évidemment, il y a un moment donné, ça m'a épuisée parce que j'ai réalisé que lorsqu'on s'attarde uniquement à l'aspect de la médecine occidentale, c'est-à-dire au corps physique et aux symptômes d'une maladie, sans chercher à comprendre les sources véritables de ce qui a rendu la personne malade, eh bien, on passait à côté de l'essentiel. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai réalisé aussi que parfois, malheureusement, dans la médecine conventionnelle, on va dire occidentale,
sans forcément le faire exprès, mais les médecins, les grandes entreprises pharmaceutiques sont conditionnés. Conditionnés aussi un petit peu quand même à garder les gens malades parce que eh bien, ça leur fait gagner de l'argent. Alors je ne dis pas que toutes les personnes qui travaillent dans ces milieux-là le font à dessein, parce que moi-même, pendant longtemps, j'ai vraiment été portée par l'envie d'aider. Mais je dis juste que le système tel qu'il est, et aussi quand même le conditionnement tel qu'il est de ce monde matérialiste, fait que on passe véritablement à côté de l'essentiel, parfois consciemment, parfois, souvent d'ailleurs inconsciemment. Quand j'ai découvert l'hypnose un peu par hasard, je ne vous cache pas, quand j'ai décidé de me former, j'avais moi-même pas vraiment suivi de thérapie en hypnose. Je ne savais pas tellement ce que c'est, ça me faisait même un peu peur. Mais en tous les cas, durant cette formation, j'ai réalisé le pouvoir de notre propre esprit. Autant pour nous guérir d'ailleurs que pour nous rendre malades, malheureusement. Notre esprit est véritablement la source également de la plupart de notre pensée, qui proviennent de niveaux inconscients, qui nous appartiennent, mais qui nous appartiennent également parfois pas vraiment, dans le sens où, surtout en particulier en tant que personne sensible, on perçoit beaucoup de choses de notre environnement. On est, je pense, plus que la plupart des gens, influencés par ce que nous regardons à la télévision. D'ailleurs, moi, j'ai plus de télévision depuis longtemps, c'est pour ça. Dans les journaux, on est influencé par les pensées d'autres personnes, les émotions d'autres personnes, et ça nous impacte plus que ça ne devrait pour véritablement nous rendre heureux. Parce qu'évidemment, quand on a cette sensibilité, moi je suis convaincue, vraiment du plus profond de mon être, que ça a un sens. Et le sens, justement, c'est aussi l'ouverture des consciences. Et si on se laisse, nous, happer par la conscience conventionnelle, qui est très forte au niveau de l'esprit, évidemment, eh bien, quelque part, non seulement ça nous rend malheureux, parce que nous, le monde conventionnel, il n'est pas fait pour nous, il est trop stimulant, il est trop stressant, et puis parfois même il peut paraître agressif ou voire hostile. Donc ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est qu'on passe quelque part à côté du sens profond de qui nous sommes, c'est-à-dire peut-être par moments aussi des personnes qui sont capables de percevoir les choses que d'autres ne perçoivent pas. En termes d'empathie, en termes de compassion, en termes aussi de conséquences de nos actes. Et ça, vraiment, je crois que si tous nous pouvions être qui nous sommes, nous laisser nous transformer et juste émaner cette conscience sans forcément devoir militer ou faire la guerre, parce que évidemment, la plupart d'entre nous sommes des non-violents, donc on n'est pas à l'aise, on va dire, avec le conflit et toutes ces choses-là, mais voilà, ça nous permettrait de vivre notre vie de façon plus accomplie, plus harmonieuse et de trouver vraiment un sens à notre existence. Voilà. Je vais encore développer tous ces aspects plus loin, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Quand on parle de haute sensibilité, on parle de quoi? Parce que souvent, moi, j'entends les personnes même qui arrivent dans mon cabinet, voilà, moi, je suis hypersensible, je fais que de pleurer. Et puis ça, il faut que ça s'arrête. Donc, c'est vrai qu'on est rapidement touché, peut-être même parfois on est plus facilement triste, mais tout ça, c'est aussi en lien avec une forme d'épuisement et un manque d'espoir, encore une fois, un manque de lumière. Mais au fond, haute sensibilité égale pas pleurer, égale pas faire des crises d'hystérie, égale pas faire des crises de nerfs. Une haute sensibilité, c'est percevoir le monde d'une façon différente, c'est avoir accès à un niveau de perception qui est plus subtil, je dirais. En tous les cas, quand même, il y a certaines caractéristiques qu'on retrouve chez la personne hautement sensible. J'ai développé ça plus longuement dans de précédentes vidéos, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais encore une fois, vous trouvez toutes ces vidéos et des explications plus détaillées sur tout ça sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien d'ailleurs sur ma chaîne YouTube directement depuis mon site internet avec une icône YouTube, vous cliquez dessus et vous atterrissez directement sur la chaîne. Alors, en général, quand même, on dit de nous, et on s'en rend bien compte, on est des personnes émotionnelles et plus émotionnelles que la plupart des gens. Ça nous fait parfois souffrir. Souvent, on ne sait pas bien que faire de tout ça, on ne sait pas bien comment accueillir tout ça, et ça, c'est le premier enjeu, je dirais. Si vraiment on veut pouvoir vivre sa vie de personne hautement sensible d'une façon harmonieuse, c'est vraiment crucial d'apprendre à quoi sert une émotion, comment est-ce qu'elle est activée, comment je peux l'accueillir et comment je peux sortir grandi du message que cette émotion essaie de m'apporter. On est des personnes empathiques, ça je l'ai déjà dit, ça c'est aussi à cause du fait ou grâce au fait qu'on a des perceptions subtiles. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'est pas qu'un corps physique, ça ne s'arrête pas là.
on est un corps énergétique avant tout. Même notre corps physique, au fond, est constitué d'atomes qui sont principalement du vide. Mais dans tous les cas, on a différents corps qui rayonnent et qui sont capables de percevoir, qui ont aussi une forme de sensitivité, si vous voulez. Donc, ce corps-là va bien au-delà de votre corps physique. Et quand vous êtes en présence d'une autre personne, vous pouvez percevoir ces vibrations qui proviennent de cette autre personne. Et l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à comprendre et à démêler tout ça, à décoder tout ça. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui va appartenir à une autre personne? Qu'est-ce qui est aussi de l'énergie du lieu dans lequel je me trouve? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais si vous entrez dans une église où des personnes ont prié pendant 1000 ans, l'énergie sera différente que si vous allez dans un abattoir. Enfin, personnellement, je ne suis jamais allée dans un abattoir, ça me ferait trop mal au cœur, mais voilà, choisissez n'importe quelle autre image qui vous conviendra. Par exemple, un cimetière, on sent quelque chose de très différent. C'est perceptible, on va se sentir d'une façon différente. Et puis, c'est intéressant aussi de commencer à décoder un petit peu tout ça parce que ça va vous permettre aussi de mieux poser des limites et de mieux prendre soin de cette sensibilité pour éviter d'être justement dépassé, submergé et de tomber dans l'écueil dans lequel tombent souvent les personnes sensibles, c'est-à-dire l'épuisement, qui va nous rendre irritables, qui va aussi impacter la qualité de nos pensées. Moi, je ne crois pas du tout qu'il suffise d'aller sous la douche, réciter des affirmations, je suis belle, je me sens bien, le monde est magnifique, je suis heureuse, etc. Parce que si on ne maintient pas notre niveau d'énergie et notre qualité vibratoire à des niveaux suffisamment bons, une fois qu'on est épuisant, notre cerveau automatiquement va générer des pensées négatives contre lesquelles ensuite c'est énormément de travail de justement d'accueillir, de lutter, de réaliser que c'est pas la réalité, etc. Et ça, vraiment, la qualité des pensées, la qualité des émotions que je ressens, même la vision du monde que je peux avoir, le regard que je peux porter sur le monde va être énormément impacté par la qualité de ma vibration, de mon énergie. Et ça, je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard qu'est-ce qui va impacter cette qualité d'énergie, mais notamment l'hygiène de vie. Alors j'en parle aussi beaucoup dans de précédentes vidéos, mais ça va être comment je prends soin de ma sensibilité, ça va être la qualité de la nourriture que j'ingère, mais la nourriture au sens large. Donc il y a les aliments, évidemment, il va y avoir les personnes avec qui j'interagis, d'accord? Est-ce que ce sont des personnes qui me donnent une bonne image de moi-même? Est-ce que c'est des personnes qui m'aident à évoluer? Est-ce que c'est des personnes quand je suis avec elles, je sens mon énergie qui monte, je me sens heureuse, j'ai du plaisir? Ou est-ce que c'est des personnes qui vont faire en sorte que qui vont me faire me sentir mal ou qui vont faire en sorte que mon estime de moi se péjore? Alors évidemment, on est tous responsables de notre ressenti. Toutefois, il y a une limite quand on perçoit certaines énergies, certaines pensées d'une autre personne, ça va impacter notre vibration. Pas non plus faire trop de déni par rapport à ça. Et si on souhaite garder, on va dire, une énergie positive, une vibration élevée, ça va être important de s'entourer de personnes, je dirais, qui nous tirent vers le haut. Voilà. Ce sont des personnes souvent déterminées. Malheureusement, ça peut aller un peu jusqu'à l'obstination. Donc là aussi, ça va être beaucoup des équilibres à trouver, encore une fois. Et ça, justement, c'est aussi la qualité de ma vibration qui va me donner accès à la clairvoyance afin de sentir la sagesse aussi m'inspirer. Des personnes qui sont créatives. La créativité, c'est un besoin vraiment fondamental de la personne sensible parce qu'elle est beaucoup dans son hémisphère droit, donc elle va déjà avoir une pensée créative, innovante, et c'est important pour qu'une personne hautement sensible se sente bien aussi, qu'elle élève sa vibration, qu'elle puisse avoir accès à cette partie-là d'elle-même et vraiment créer. C'est pour ça que travailler dans un open space, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de stimulation, où il y a beaucoup de pression, de compétition, où vous ne vous sentez pas en harmonie ni avec les gens, ni avec les lieux, où ce que vous faites n'a pas de sens, et que vous êtes contraint toute la journée de faire des choses qui n'ont pas de sens pour vous, qui ne sont pas créatives, juste parce que ça paye vos factures à la fin du mois, ça va être très compliqué de s'épanouir, mais je dirais même d'avoir une santé qui soit acceptable dans un environnement comme celui-ci. Alors, ça ne veut pas dire maintenant que vous devez tout quitter pour faire, je ne sais pas moi, de la peinture, hein, parce que par exemple, moi, je ne suis pas très douée non plus en peinture, ni de mes doigts d'ailleurs, malheureusement. Bon, j'ai peut-être pas suffisamment travaillé, mais toutefois, voilà, j'ai d'autres aspects pour lesquels je me sens plus
plus douée à la base, où j'ai moins à faire d'efforts, évidemment. Mais c'est d'aller, je dirais, dans une démarche de remise en question afin de trouver un mode de vie qui vous corresponde bien et qui prenne en compte tous ces aspects de vous. Évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut préalablement avoir une estime de soi qui soit bien construite. Il vous faut cesser de vouloir ressembler à tout le monde pour accepter qui vous êtes vraiment. Et ça, vraiment, la compréhension et l'acceptation de votre sensibilité, c'est le facteur déterminant qui vous permet ensuite de mettre tout ça en place dans votre vie. D'ailleurs, j'ai créé personnellement un programme exprès pour ça qui s'appelle La Voix du corps, la Voix du cœur. Et si vous êtes intéressé par cet ouvrage que j'ai rédigé, il vous suffit de m'envoyer un mail et je vous transmettrai le document PDF. Je vous demanderai de m'excuser parce que malgré les divers contrôles de l'orthographe, il resterait apparemment encore des fautes parce que l'orthographe étant dyslexique, c'est pas vraiment mon fort. Mais voilà, ça vous donnera peut-être des pistes si vous voulez aller un petit peu plus loin. Le besoin de contrôle, ça c'est aussi ce qui nous fait beaucoup de mal. Et on nous dit tout le temps qu'il faut faire confiance à la vie, qu'il faut lâcher prise. C'est vrai. Apprendre toutefois à faire ça, à faire confiance à la vie, à lâcher prise, c'est tout un enjeu, encore une fois. Et ça va avec accueillir ses émotions, ça va avec décoder ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas, et ça va avec renforcer sa foi et son ouverture spirituelle. On contrôle pourquoi? Ben, quand on vit dans un monde intense, quand ce qui se passe, ça nous touche profondément et ça a même ce risque de nous vider énergétiquement, on va avoir envie d'anticiper. Et moi, j'ai cessé de lutter contre toute anticipation. C'est-à-dire que je pars du principe que pour être bien, j'ai besoin d'anticiper certaines choses. J'ai besoin de programmer, par exemple, certaines choses. J'ai besoin de savoir quand est-ce que je vais voir ma famille, de savoir que ça va se produire suffisamment souvent. J'ai besoin de savoir quand est-ce qu'on va avoir des moments où on se retrouve avec mon conjoint. J'ai besoin de savoir quand est-ce que je vais aller me promener à la forêt avec mon chien et que je vais pouvoir me nourrir de tout ça. J'ai besoin un petit peu de m'assurer de ces choses-là, d'avoir une certaine routine, si vous voulez. Ça me permet ensuite de vraiment faire confiance à la vie, de lâcher prise quand la vie, on va dire, vient me défier, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire quand elle me présente des événements que je n'avais pas prévus. Alors à ce moment-là, j'ai des ressources et je peux, on va dire, traverser ces épreuves que la vie met sur mon chemin parce que je me suis assurée que j'avais une bonne hygiène de vie et que j'étais suffisamment nourrie, que j'avais pris soin de mes besoins, autant physiques que émotionnels, que psychiques, on va dire. Voilà. Souvent, la personne hautement sensible est très analytique, très introspective. Malheureusement, parfois encore une fois, quand c'est en déséquilibre, elle va aller jusqu'au doute permanent d'elle-même. Ça fait également souffrir et en plus, ça renforce ce besoin de contrôle. Elle va non seulement devoir contrôler, mais elle va aussi devoir s'adapter, porter un masque pour s'assurer qu'elle ne sera pas rejetée. Et ça, je dirais que si vous voulez vivre en paix, si vous voulez vivre heureux en tant que personne hautement sensible, c'est nécessaire de guérir ce genre de blessures. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, approchez-vous d'une personne qui va vous aider à faire ce chemin. Mais là encore, quand vous choisissez un thérapeute, voilà. Ça je ne l'ai jamais dit vraiment de façon, on va dire, aussi limpide dans mes précédentes vidéos, mais je peux vous dire que la personne que vous choisissez pour vous accompagner est très importante. Choisissez quelqu'un qui vous donne des pistes pour vous apaiser, pas quelqu'un qui vous fait réfléchir encore plus. Si vous sortez d'une séance systématiquement et vous avez le sentiment que c'est nécessaire de beaucoup réfléchir, de vous remettre en question, que vous devez changer qui vous êtes, que vous devez apprendre à vous adapter, que ce que vous ressentez n'est pas juste, etc., ça va probablement pas vous apporter les clés dont vous avez besoin pour vous apaiser. Alors qu'une personne qui vous permet de comprendre ce que vous ressentez, de l'accepter, de l'accueillir pour accéder à un niveau de sagesse supérieur. Et à la fin d'une séance, la plupart du temps, vous vous sentez apaisé, vous avez l'impression que vous vous sentez nourri, aussi au niveau de l'empathie, que vous vous sentez en lien avec vous-même. Alors là, c'est la personne qui va vous amener à vous plus loin, si je puis me permettre. Donc, vraiment, soyez vigilants. Est-ce que la personne qui vous suit, c'est une personne qui vous comprend véritablement? Ça, c'est très important. Parce que si c'est juste une personne qui essaie de vous montrer comment être,
typique, comment être normal, comment accepter le monde tel qu'il est comment vous contraindre encore plus. Alors là, probablement, ça va que vous tirer vers le bas, si je puis dire, parce que vous allez essayer de vous adapter encore plus et ça peut que vous épuiser. Voilà. Pareil, si c'est une personne qui vous montre des choses horribles en vous disant que vous devez vous désensibiliser, apprendre à voir le monde tel qu'il est, et puis ça aussi, c'est probablement pas ce qui va vous correspondre. Moi, personnellement, je me protège de certaines images parce que je sens que énergétiquement, ça va me tirer vers le bas. Et je me dis, moi, voilà, bien sûr, je ne peux pas solutionner toutes les guerres du monde et je ne peux pas aller sauver tous les êtres humains sur la planète. Et c'est certainement pas mon ambition. Moi, ce que je crois, c'est qu'avant tout, c'est une affaire de vibration, mais globale. Ma vibration, qui va permettre aussi, si ma vibration est élevée, d'amener les personnes qui en auraient besoin un peu plus vers le haut. Donc, je vais vraiment chercher à avoir à cœur de garder un niveau vibratoire et des pensées qui soient élevées et dans l'espoir et dans la lumière. Et moi, c'est ma façon d'apporter ma contribution dans le monde. Voilà. Donc si je ne suis pas vigilante et si je suis avec des personnes qui sont perpétuellement dans la matière, dans la peur, qui vont chercher à me faire rentrer dans un moule, je sais que ça va me tirer vers le bas. Quel but, quel sens ça peut avoir? Voilà. Ils ont fait des études là-dessus d'ailleurs, et ils ont d'abord à petite échelle, puis ensuite à échelle un peu plus grande, et notamment ils ont fait venir à Washington, qui est une ville des États-Unis où il y a énormément de criminalité, ils ont fait venir 400 méditants. Ils les ont fait méditer tous les jours pendant un mois. Et ils ont observé que le niveau de criminalité avait baissé de manière significative. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je parviens à mon échelle à maintenir un niveau vibratoire suffisamment élevé, en fait, je m'aide moi déjà, parce que je crois quand même que ça fait partie de notre devoir de chercher à être heureux, de faire quelque chose de la chance qu'on nous a donnée d'être ici sur cette planète. Mais ça aide en plus déjà certaines personnes dont je peux avoir confiance, mais globalement, ça aide à élever le niveau vibratoire global de l'endroit où vous êtes et peut-être même de la planète. Chaque âme qui s'élève, élève le monde, disait Gandhi. Ça vraiment, c'est très important. À mon avis, c'était mon choix de me préserver en termes de ce que je regarde, de ce que j'écoute, afin vraiment de pouvoir orienter un maximum ma vie vers la lumière. Évidemment, ça a nécessité que je change pas mal de choses dans ma vie, ça s'est pas fait en un jour. Mais aujourd'hui, voilà, je suis convaincue de ma démarche et je sais que ça m'a apporté non seulement un équilibre, mais aussi beaucoup d'inspiration. Ça m'a énormément ouverte. Et vraiment, j'ai un regard sur le monde, sur la vie qui a totalement changé. Et je me dis que si tout le monde pouvait avoir accès à cela, le monde serait bien différent. En vérité, tout le monde y a accès. La lumière est pour tous. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des élus sur cette planète. On est soit tous des élus, soit aucun de nous ne l'est. Mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui ont pris un petit peu d'avance sur les autres et qui ont alors une forme de responsabilité d'inspirer autour d'elles. Et c'est aussi en partie ce que j'essaie de faire grâce à ces vidéos. Un des aspects très importants aussi de la personne hautement sensible, c'est l'intuition. Albert Einstein disait que l'intuition, c'était un don sacré, que le mental rationnel était un serviteur fidèle et que nous avons créé une société qui encense le serviteur et a oublié le don. Et moi, je suis tellement d'accord avec ce que dit Albert Einstein. Bon, si vous me connaissez, vous savez déjà que c'est un homme qui m'inspire beaucoup, pas uniquement parce que c'est un grand scientifique, mais aussi pour sa philosophie, aussi parce que je trouve que c'était un homme qui était extrêmement clairvoyant. Alors il avait aussi ses parts d'ombre, hein, comme tout le monde, c'était un être humain, mais vraiment, véritablement, euh, il voyait le monde d'une façon tout à fait innovante et c'était fantastique, mais c'était aussi, je pense, grâce au fait qu'il écoutait beaucoup ses intuitions, qu'il y croyait jusqu'au bout et qu'il cherchait jusqu'à ce qu'il trouve. Et ça, c'est important, c'est même dit dans la Bible, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc vraiment, apprendre à écouter son intuition, apprendre comment son intuition nous parle, apprendre comment ça fonctionne et avoir le courage de suivre ses intuitions, je crois vraiment que c'est une grande partie de ce qui peut vous rendre heureux et c'est d'ailleurs un chapitre entier de ce document que j'ai écrit, La voix du corps, la voix du cœur. Les personnes sensibles sont souvent aussi consciencieuses. Ça, c'est excellent. Je trouve que c'est important quand on fait quelque chose de chercher à le faire bien, du mieux qu'on peut.
Mais si ça tombe au perfectionnisme, et si du coup vous ne pouvez plus jamais être satisfait de ce que vous faites, et si du coup c'est utilisé contre vous, ça péjore votre estime de vous, alors là pareil, c'est en déséquilibre. Tout comme le besoin d'harmonie, le besoin de créer un monde meilleur, si c'est en déséquilibre et que ça vous empêche de poser des limites et que ça vous empêche de dire ce que vous avez à dire, alors à ce moment-là, c'est en déséquilibre. Parce que si je refuse absolument tout conflit, si je n'ose plus exprimer ce que j'ai à dire, parce que je me suradapte, alors à ce moment-là, encore une fois, quelque part, je vais me perdre en route. Et puis, ça va péjorer encore une fois mon estime de moi, ça va faire baisser mon niveau vibratoire et je ne vais plus oser m'exprimer. Donc à ce moment-là, de nouveau, c'est en déséquilibre. Trouver l'équilibre parmi tout ça, ça c'est vraiment la clé. Il n'y a rien à changer, juste à augmenter sa clairvoyance, sa sagesse et trouver le meilleur équilibre, celui qui vous convient le mieux. Et ça, c'est un chemin de toute une vie, c'est vrai. C'est un pas après l'autre. Mais au moins, ça fait poser les bonnes questions, parce qu'on se pose beaucoup de questions, on cherche beaucoup le sens. Voilà. Et je crois que c'est une bonne chose, je pense que c'est quelque part dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui se posent ces questions fondamentales, essentielles. Mais encore une fois, il faut que ce soit constructif, il faut que ça nous porte vers le haut. Trop penser, ça devient négatif quand je rumine, quand j'ai des pensées qui me stressent, quand je me sens impuissant. Voilà. Ça, c'est important de peut-être faire ce qu'il faut, peut-être aussi se faire conseiller, suivre une thérapie, lire des ouvrages, regarder des vidéos qui sont inspirantes sur Internet pour arriver à changer, à faire ce shift, je dirais, pour avoir vraiment une réflexion qui soit plus constructive et plus intuitive. Voilà. Donc les profils à haute sensibilité, j'en parle beaucoup plus avant dans d'autres vidéos que je vous invite à aller regarder, notamment l'hypersensibilité du fardeau au cadeau. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit des messages, cette vidéo, le nombre de personnes impressionnantes qui a regardé cette vidéo. Je peux vous dire que quand je l'avais mise en ligne, jamais j'aurais pu imaginer ça, mais voilà, vraiment, je vous remercie. J'espère que ça peut vous aider à trouver ce chemin vers vous-même. Donc, c'est avant tout, comme je disais, un profil neurologique, une condition, j'ai envie de dire, qui est nécessaire à l'espèce. Pourquoi nécessaire? Parce que c'est observé chez plus de 150 espèces animales, et ça pour moi c'est la preuve incontestable que ça ne peut pas être une maladie. Et évidemment, comme je le disais, on ne va pas non plus se leurrer, c'est plus difficile à porter, on est plus sensible au stress. Quelque part, on essaie de s'extirper un peu de la masse, donc il faut toujours du courage. Hein. On dit que l'excès de précaution péjore le cœur et l'âme, parce que vivre est un acte de courage. Donc évidemment, vivre de façon courageuse, oser être différent, chercher à créer un monde meilleur, c'est pas facile et ça, on peut s'épuiser. D'ailleurs, on est souvent les pires bourreaux, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et c'est présent dans toutes les espèces et on a vraiment, encore une fois, un rôle à jouer. Et pour être heureux, en fait, c'est aussi important de pouvoir assumer ce rôle. Parce que quelque part, je ne sais pas si vous croyez à tout ça, moi je suis profondément convaincue qu'on vient sur Terre pour faire un voyage. Pour faire un voyage qui va nous apprendre des leçons et pour accomplir une forme de mission. Ce en quoi je ne crois pas, c'est qu'on soit là que pour ça. Je crois qu'on est aimé de toute façon. Je crois que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, et quel que soit le rôle qu'on joue là, dans cette pièce de théâtre sur Terre, on est aimé, profondément aimé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Mais toutefois, pour avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose, qui est aussi un de nos besoins, eh bien, de savoir finalement quel rôle on joue, ou de choisir aussi le rôle qu'on a envie de jouer. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour se sentir heureux, accompli, en paix aussi. Et puis se sentir motivé à se lever le matin pour que ça fasse du sens, encore une fois. Le fonctionnement atypique, il y a un système nerveux qui est surefficient et c'est aussi nécessaire pour jouer notre rôle parce que justement percevoir toutes ces subtilités, cette intuition, tout ça, même les émotions, c'est nécessaire en fait. On ne pourrait pas accomplir le rôle qu'on a à accomplir si on n'était pas construit de cette façon, si je puis dire. Un système de valeurs qui est différent parce que justement, voilà, pour accomplir notre mission, on a mis dans notre cœur certains désirs. Le désir de créer un monde meilleur, le désir d'être en harmonie, le désir d'avoir une vie qui a du sens. Ça nous a été mis dans notre cœur dans le but
de le transmettre, de l'inspirer. Donc forcément, notre système de valeurs va être imprégné de tout ça. Je vais encore en parler un petit peu plus avant parce que ça aussi, des fois, ça peut nous faire souffrir. Et justement, cette différente vision du monde. C'est comme si nous, on nous avait fait un cadeau. Comme si on nous avait dit, soufflez à l'oreille, voilà, il y a plus à découvrir. Cherche, continue de chercher et tu trouveras. Certaines personnes sensibles, d'ailleurs, que ça je trouve fascinant, comme Martin Luther King, comme Gandhi, comme Mère Teresa, ils n'ont jamais perdu ça. Ils sont venus au monde avec ça, avec cette conviction, avec ce sur le cœur, et ils l'ont jamais perdu, ils l'ont toujours suivi. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée, parce que je vous avoue qu'il y a eu des périodes de ma vie où j'ai un peu perdu courage, où j'ai perdu espoir, etc. Mais dans tous les cas, j'ai pu retrouver tout ça, vraiment cette vision du monde, cet espoir, et puis quelque part, à nouveau avoir accès en fait au fait que ma sensibilité est un cadeau. Les tempêtes émotionnelles, évidemment, ça, c'est important déjà d'être bien en équilibre au niveau de mon système nerveux, de prendre soin de ça. Je parle plus avant aussi dans d'autres vidéos du fait que c'est nécessaire d'avoir des temps pour soi, des temps de méditation ou de quelconque pratique de gestion du stress pour prendre soin de son système nerveux pour le maintenir à l'équilibre. Parce qu'évidemment, quand je suis surstimulée par le monde en permanence, encore une fois, ça a tendance à m'épuiser. Donc voilà, une partie des tempêtes émotionnelles que l'on vit, c'est pas juste parce qu'on est sensible, c'est parce qu'on est épuisé. C'est-à-dire, le cerveau, une fois qu'il est épuisé, il est chimiquement en déséquilibre. Il va générer des pensées négatives, il va générer du stress à tel point que des choses tout à fait anodines vont commencer à me stresser. Et ça, c'est pas une fatalité. C'est vraiment suite au fait que votre organisme est épuisé et c'est comme s'il vous disait maintenant stop, arrête, repose-toi, je ne peux pas prendre plus. Il y a quelque chose qu'il faut changer dans ta vie parce que moi, ton corps est en train de te dire voilà, moi je suis fatiguée, je n'arrive plus en fait à compenser. Parce que c'est pareil, moi je crois que on reçoit l'esprit, on reçoit dans le cœur certains désirs, euh, on reçoit certaines sensibilités, certaines choses qui sont importantes pour nous, on reçoit aussi certains défis, mais on reçoit un corps qui est en lien avec la mission qu'on doit accomplir. Et ce corps nous parle, ce corps nous dit, voilà, là maintenant, il y a quelque chose qui joue plus. Moi, j'arrive plus, en fait, je peux plus faire plus. C'est important de remettre en question certaines choses et surtout de sortir de cette tyrannie du mental. De ces croyances qui sont limitantes. Et c'est aussi le rôle certaines fois de la dépression et des périodes comme ça de grandes crises existentielles, pour permettre à tous ces éléments qui font partie de nous de retrouver un meilleur équilibre et certaines fois aussi de renoncer. Donc ils ont pu observer que la dépression, par exemple, c'était pas une maladie comme une autre, une maladie mentale comme une autre, parce que c'était présent chez au minimum 40 à 50% de la population, quelle que soit la culture. D'accord? Une maladie mentale, c'est de l'ordre du pourcent. S'il y a presque la moitié des gens qui vivent un épisode comme ça dans leur vie, c'est que ça a vraiment un sens. D'accord? C'est un moment de notre vie où notre énergie, elle est mise à contribution pour justement des changements importants, des lâcher-prises importants. Alors, on va nous dire, oui, mais il faut te prendre en main, il faut sortir, voir tout le monde, il faut... Alors, c'est vrai, il y a un moment donné, si on se laisse trop plonger dans le désespoir, on passe à côté aussi de sa vie, mais je dis simplement que par moment, ces périodes-là sont nécessaires pour faire des grands nettoyages, des grandes purifications. Je vais revenir encore un petit peu plus tard là-dessus. Et il y a d'ailleurs une vidéo complète sur ce sujet qui s'appelle l'hypersensibilité, une voie vers l'éveil, vraiment pour montrer que ces crises-là que l'on traverse sont difficiles, mais au fond, elles sont très riches. En fait, elles nous permettent, c'est comme des périodes initiatiques qui nous permettent de faire un pas de plus vers la lumière aussi, vers un niveau de conscience plus élevé et vers un taux vibratoire aussi plus élevé. Voilà. Ça, j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas m'étendre, mais en tous les cas, on a des perceptions augmentées. Ça, donc, je disais, c'est subtil au niveau de l'empathie, au niveau de ce qu'on perçoit, au niveau aussi en télépathie, en clairvoyance, en clairaudience, en clairsensibilité, etc. Mais simplement, nos 5 sens sont si surefficients, peut-être pas les 5 chez tout le monde, mais au moins un. Et ça aussi, ça va générer potentiellement de l'épuisement, encore une fois. Donc, si vous par exemple, si vous êtes sensible à la lumière, comme c'est mon cas, moi je dois souvent porter des lunettes pour éviter que ça me brûle les yeux. Si je ne le fais pas, au bout d'un moment, je vais avoir des maux de tête.
parce que ça a été surstimulé. Voilà. Les valeurs très ancrées, le bien et le mal. Ça, en tout cas, moi, quand j'étais enfant, c'était incroyable. D'ailleurs, ça m'a duré très très longtemps, où j'avais vraiment une vision de ce qui était juste et de ce qui était faux. Et dès que quelque chose était faux, ça me mettait dans une colère noire, etc. Et ça aussi, je crois que c'est bien, c'est dans notre cœur parce que ça nous pousse à faire ce qui est juste pour nous. Le problème, évidemment, vient quand c'est déséquilibré et que ça m'empêche de voir et d'être en compassion et de comprendre euh, peut-être aussi une autre personne qui a une vision différente de moi, une opinion différente de la mienne et surtout un vécu, une histoire différente de la mienne. Donc de comprendre que bon, il y a ce qui est juste, il y a ce qui est parfait, puis il y a les zones de gris, que parfois dans la vie on fait au mieux avec ce qu'on a. Ça permet un petit peu d'édulcorer, je dirais, les choses et d'acquérir une certaine forme de sagesse et de patience. La justice aussi, le sentiment d'injustice, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup souffrir et je crois que ça nous pousse en avant aussi à agir parfois quand c'est nécessaire. Mais si évidemment ça génère tellement de frustration et de colère, encore une fois ça nous tire vers le bas et que ça nous coupe de toute ouverture d'esprit, là de nouveau c'est déséquilibré. Donc, moi, ce que j'ai appris en tout cas au cours de mon existence, c'est que beaucoup de choses sont avant tout une affaire d'équilibre. Et quand voilà, certains actes ou certains comportements autour de moi génèrent chez moi des émotions tellement fortes, ça reste compliqué parfois et j'ai peut-être même quelques jours pour que ça revienne dans quelque chose qui est équilibré. Et pendant ces jours-là, je profite pour peut-être écrire une lettre que j'envoie ou que j'envoie pas, pour méditer, pour demander aussi plus de sagesse qui me permettent de voir cette situation d'une manière plus éclairée et de comprendre ce qui est vraiment en train de se jouer. Et je demande aussi à être inspirée s'il y a quelque chose que moi je dois faire. S'il y a un acte que moi je dois poser, qui est important pour moi, qui est important pour une autre personne, je demande vraiment que ça devienne extrêmement clair et d'avoir le courage et la force d'agir. Voilà. Ça, c'est comme ça que moi j'ai trouvé une forme d'équilibre avec tout ça. Je ne vous cache pas que le monde continue de me toucher, que ce qui se passe autour de moi continue de me toucher et c'est très bien. Et, et, et c'est vrai, ça demande de la force, du courage, d'assumer tout ça. Mais je demande aussi à être éclairée, à ne pas agir de façon impulsive et à comprendre qu'est-ce qui est l'acte, la parole la meilleure qui va apporter le plus de lumière dans la situation. Souvent, on a le sentiment de venir d'une autre planète, d'avoir atterri sur la mauvaise planète, dans la mauvaise époque. Encore une fois, parce que justement, on se rend bien compte que notre mode de pensée, que la façon dont on voit le monde est différente de la plupart des gens. Et du coup, on se sent parfois seul, on se sent parfois isolé, mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. En fait, autour de vous, il y a des gens qui se sentent tout aussi seuls et isolés, qui sont en train de vous chercher. Donc vraiment, de faire ce chemin d'acceptation, ça va vous permettre de voir ça, en fait. Parce que finalement, toute mon énergie, elle est investie à ressembler à tout le monde et puis à être aimée des gens qui de toute façon ne me comprennent pas, mais forcément il n'y a que ça que je vais voir parce que le cerveau et la conscience c'est ça qu'elle fait en fait. Elle ne voit que ce à quoi elle s'attend et quelque part il y a d'énormes filtres. Et ça, c'est aussi la physique quantique qui nous le dit, l'observateur change son expérience. Donc vraiment, moi j'ai appris dans ma propre vie que ce travail d'acceptation, assumé aussi parfois, ça m'a permis en fait de voir autour de moi des personnes qui me convenaient mieux et qui justement m'élevaient, me faisaient me sentir mieux et me donnaient aussi parfois des pistes, des éclairages et tout ça. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir, je suis pas quelqu'un qui a son téléphone qui sonne sans arrêt, j'ai pas 50 000 milliards d'activités sociales parce que ça ne me correspond pas. Mais en tous les cas, les personnes que j'ai autour de moi, c'est des personnes qui me correspondent, avec qui je me sens bien, avec qui je me sens alignée, que j'aime profondément. Et ça, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Et ça m'a permis de réaliser que malgré tout, cette planète, en fait, elle a une capacité d'accueil incroyable. Elle a une capacité de, de, d'accueillir plein de différences, plein de diversité, qu'au fond on est tous différents les uns des autres, on est tous uniques, mais qu'on peut tous apprendre à se relier et à chercher aussi ce qui me rapproche de l'autre plutôt que ce qui m'en différencie. Et depuis, parfois, je suis encore dans cette sensation que, ouais, vraiment, je suis trop bizarre. Et puis, d'autres fois, je me dis, mais non, c'est magnifique. En fait, au fond, on est tous pareils. Autant, au fond, on cherche tous l'amour. Au fond, on cherche tous à être aimés. On souffre tous quand c'est pas possible. Bon, après, le niveau de conscience de chacun, euh, voilà, il en est là où il en est. Si on a la chance d'avoir compris certaines choses avant les autres, eh bien, c'est tant mieux.
Et puis on a encore plein de choses à comprendre que d'autres personnes peuvent nous inspirer en fait. Des ouvrages, des vidéos encore une fois sur internet qui peuvent nous donner des éclairages pour aller encore plus loin et pour découvrir encore plus de choses. Encore une fois, cherchez et vous trouverez. Parce que voilà, au fond de notre cœur, on a cet désir, cette envie, peut-être nostalgie aussi d'un monde meilleur. C'est ce qu'on a envie de créer, mais ça se passe avant tout dans mon propre regard. Je dirais que moi, j'observe beaucoup de gens autour de moi qui ont envie de sauver la planète, sauver les animaux, et c'est magnifique en fait. C'est extrêmement inspirant, c'est des missions qui sont fantastiques, mais si à l'intérieur de moi, je ne cherche pas à augmenter mon niveau de paix, mon niveau de satisfaction, si je ne cherche pas à changer mon regard pour voir toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, alors je crois que je passe à côté encore une fois de l'essentiel. Parce que je crois qu'on peut faire beaucoup en inspirant les autres à avoir un regard meilleur. Parce que je crois aussi que les vrais changements partent d'un endroit en soi où on se sent inspiré, où on se sent aimant, en fait, par des actes d'amour. Et pour arriver à poser ces actes d'amour, il faut se sentir soi-même dans l'abondance et dans l'amour. Et ça, je crois que c'est le principal. C'est-à-dire, quelle que soit l'action que je vais avoir, si elle part d'une intention en moi qui est paisible et aimante, et qui a pour but de créer plus de lumière. Alors là, c'est comme si le pouvoir de cette action était décuplé. On aime aussi les animaux, on aime la nature, on aime aussi un peu le monde fantastique, on rêve de fées, de licornes, etc. Certains apparemment peuvent même les voir. Voilà. Moi, par exemple, j'ai dans ma vie des êtres humains que j'adore, qui me nourrissent vraiment, mais j'ai aussi mes animaux. Il y a Néo, mon coach sportif, qui est tellement adorable et qui m'a apporté tellement de joie et aussi parfois de sagesse. C'est vraiment fantastique ce lien. Mon chat, Ziva, qui est aussi une espèce de déesse gracieuse, qui m'apprend tellement sur une certaine forme de respect de soi en fait. Parce que les chats, eux, ont ça d'exceptionnel, c'est qu'ils sont en paix. En tout cas, c'est le cas de mon chat, elle est en paix. Elle se respecte. C'est-à-dire quand elle a envie de venir vers moi, elle vient. Et quand c'est trop pour elle, eh ben, elle reprend un peu ses distances, mais toujours dans l'amour en fait. Et ça vraiment, c'est aussi à travers la nature, à travers la relation avec les arbres, dans la forêt, en montagne, avec mes animaux, que je peux le plus goûter cette magie de ma sensibilité. Ça vraiment, je suis tellement reconnaissante pour ça, de pouvoir vivre les petites choses du quotidien de façon aussi intense. Et à chaque fois que je regarde mon chien courir dans la forêt, vraiment, je ressens quelque chose de magnifique. Et ça, je crois qu'il n'y a que la sensibilité qui permet ça. Parce que sinon, je vois juste un chien en train de courir, puis je me dis, voilà, bah, c'est un chien en train de courir. Mais si en plus, je peux ressentir ce que ça me fait de voir mon chien heureux de courir dans la forêt, alors là, moi, je trouve que c'est le jackpot. Et vraiment, bah, se concentrer là-dessus et nourrir ça tous les jours, je crois que c'est ça aussi qui permet de vivre bien sa sensibilité et au fond d'être heureux. Là, j'aimerais revenir aussi un tout petit peu sur ces phénomènes d'empathie et de télépathie, parce que justement pour garder cette vision du verre à moitié plein, c'est tout un enjeu quand je suis une personne sensible. Parce qu'évidemment, bah, je ressens tout ce qui est positif, tout ce qui est joyeux, tout ce qui me tire vers le haut, mais je vais aussi ressentir le stress, euh, euh, les contraintes, la peur. Voilà. Et ça va impacter mon niveau vibratoire, que je le veuille ou non. Ça devient même parfois compliqué de détecter ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, etc. Et tout comme l'image de cette femme sur cette photo, qu'on voit au milieu d'une foule de personnes, en fait, elle va, quelque part, son énergie va être drainée par toute cette foule, en fait, qui a un niveau vibratoire plus bas qu'elle. Souvent, quand on est une personne sensible et qu'on va dans un endroit où les gens sont stressés, on va avoir cette tendance à se laisser drainer aussi, parce que les gens ont besoin d'énergie, et comme j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo qui s'appelle la manipulation Kesako, on est un peu des sources d'énergie en fait, parce qu'on est plus connecté aussi justement à cette source de lumière. Voilà, ça vient de notre fonctionnement et ça vient de notre sensibilité. Et du coup, on va agir un tout petit peu comme des sources d'énergie aussi pour les autres, parfois consciemment, mais la plupart du temps inconsciemment, et ça va nous drainer, ça va nous tirer vers le bas. De comprendre un petit peu comment ces corps énergétiques fonctionnent, comment est-ce qu'on peut amplifier son énergie pour se sentir mieux,
et comment parfois on laisse son énergie se dépérir. Ça, c'est très important pour maintenir cet équilibre. Et encore une fois, la qualité de vos pensées et la qualité de votre regard sur le monde et aussi la qualité de vous sentir, la possibilité de vous sentir heureux et la possibilité d'agir comme étant une lumière pour le monde et de justement avoir ce sentiment que vous accomplissez quelque chose de bien pour le monde. Ce qui est souvent important chez les personnes sensibles, ce besoin de servir. Quand on est une personne sensible et qu'on a justement des valeurs très ancrées, qu'on a ce besoin de justice, on a cette empathie, mais qui est surtout émotionnelle. Ce qui est plus difficile pour nous, c'est de comprendre le mode de pensée d'une autre personne, les motivations d'une autre personne et l'histoire d'une autre personne qui la pousse à agir d'une certaine façon qui pour nous paraît vraiment extrêmement hostile parfois d'ailleurs. Alors, beaucoup des comportements de l'humain sont des conditionnements. En fait. C'est tout un travail de se libérer de ce conditionnement. Et beaucoup sont liés à la souffrance et au manque de compréhension, au manque de connaissance, au manque de sagesse. C'est-à-dire que, si je prends un exemple, une personne qui est une forme de folie en elle, c'est une grave maladie spirituelle, et qui va se mettre à tuer tout le monde autour d'elle parce que cette personne ne partage pas les mêmes croyances qu'elle. Ça peut être des croyances quelconque, mais malheureusement parfois c'est même motivé par soi-disant Dieu, ce qui est une aberration totale parce que Dieu a créé lui-même la vie, donc pourquoi voudrait-il la détruire? Donc en fait ça c'est comme une maladie, il y a une erreur dans le mode de pensée de cette personne qui la pousse à agir de cette façon-là, mais pour elle en fait, elle a le sentiment de faire quelque chose qui est juste. Et ça c'est choquant évidemment. Et heureusement que je ne comprends pas quelque part parce que je crois que si je peux comprendre, c'est qu'il y a aussi cette chose-là à l'intérieur de moi. Donc voilà, d'arriver aussi à comprendre qu'on est tous là pour apprendre, qu'on est comme dans une pièce de théâtre, que certains ont le beau rôle et puis d'autres malheureusement doivent jouer les méchants parce que ça correspond à ce qu'ils sont venus là faire et que ça correspond à leur niveau de compréhension, de conscience, d'évolution. Tout ça aussi, ça permet d'acquérir cette sagesse et d'être plus compatissant, plus tolérant et de rester encore une fois fixé sur la lumière. Ce qui est pour moi le plus important, c'est est-ce que la façon dont je juge le monde moi-même, ce qui est en train de se passer, est-ce que ça m'apporte de la paix? Est-ce que ça m'apporte plus de lumière? Ou est-ce que je contribue à alimenter la peur? Ça, c'est vraiment essentiel. Je crois que quoi qu'on fasse, c'est important d'agir, de penser et de ressentir des choses qui permettent la plupart du temps d'augmenter la lumière à la conscience. L'équilibre, c'est encore une fois quelque chose de très important. Pour chaque être humain, en fait, il a besoin de se sentir stimulé, de se sentir motivé. Et en dessous d'un certain seuil de motivation, de stimulation, il va s'ennuyer. Ça, c'est pour tout le monde, je crois. Mais c'est en particulièrement vrai pour les personnes hautement sensibles. Donc, quelque part, c'est presque paradoxal parce qu'elles auraient besoin de calme, elles auraient besoin de se reposer, mais elles vont chercher une certaine forme de stimulation. Mais ça fait partie de notre fonctionnement. Ce qui est compliqué, c'est de sentir qu'à un moment donné, il y a trop. Et puis alors là, on s'épuise. On va dire que chez la plupart des gens, il y a une marge assez importante entre le moment donné où elles s'ennuient puis le moment donné où ça va être trop. Puis c'est plus simple pour ces personnes-là de rester dans cette marge. Pour nous, c'est comme si cette marge était vraiment réduite et donc on a besoin de sentir vraiment que ce qu'on fait c'est utile, que ça a du sens, etc., de se sentir stimulé, de penser, d'être en interaction et puis rapidement ça va devenir trop. Donc d'avoir aussi certains outils qui vous permettent d'augmenter votre capacité de gérer, d'augmenter votre niveau d'énergie, d'augmenter vos ressources pour pouvoir bien rester dans cet équilibre. Ça, c'est une clé très importante. Et puis justement, moi, ce que je crois, c'est que, enfin, c'est plus une conviction, c'est pas juste une croyance, c'est plus ce que je ressens profondément, c'est que justement, on est vibratoire, on est des êtres vibratoires, il y a notre corps physique, il y a tous les autres corps, en fait. Et la sensibilité, en fait, veut dire que tous ces corps sont plus actifs que chez la plupart des gens. Et quand mon énergie vibratoire descend, je vais avoir comme une forme d'immunité qui va être réduite. Donc, ça veut dire que je vais être plus vulnérable aux maladies, mais aussi aux pensées, aux émotions des autres. Je vais avoir moins de ressources, si vous voulez, pour garder un esprit clair. Et à ce moment-là, mon cerveau va commencer à penser
négativement, il va commencer à ruminer, il va commencer à tourner en rond. Ça, c'est parce que j'ai pas suffisamment de lumière. Mon niveau vibratoire n'est pas suffisamment élevé. Et ça, c'est un des écueils, justement. Donc, si je ne maintiens pas mon niveau de stimulation dans une marge qui me correspond bien, qui correspond à mon hygiène, et ben, soit je vais m'ennuyer, ça va devenir extrêmement frustrant et finalement déprimant, et ma vie n'aura plus de sens, ça va vraiment me tirer vers le bas, soit je vais m'épuiser, dans ce cas ça va être l'anxiété qui va finir également par une dépression. Et ça va me faire ruminer. Donc voilà, c'est un petit peu les enjeux, les défis aussi de la personne hautement sensible qui va avoir tendance, encore une fois, si son niveau vibratoire n'est pas suffisamment élevé, elle ne va pas se sentir le courage ni l'estime d'elle-même pour poser des limites. Elle va avoir le sentiment qu'elle doit beaucoup réfléchir, correspondre à ce qu'on attend d'elle. Elle va devoir porter des masques, se suradapter, et puis elle va être une proie facile pour la manipulation. Alors que moi, ce que j'ai pu observer dans ma propre expérience, en fait, c'est que quand je parvenais à maintenir une bonne estime de moi, une bonne lumière, une bonne énergie, je détectais tout de suite quand il y a quelque chose qui ne me convenait pas, quand on cherchait quelque part à me faire avaler une couleur, si je puis dire, ou à me manipuler. Puis là encore, j'ai fait toute une vidéo là-dessus parce qu'en fait, la manipulation, c'est pas que des pervers narcissiques qui courent dans les rues. La plupart du temps, c'est des gens ordinaires qui sont simplement inconscients et qui vont agir d'une façon qui est inconsciente et qui va pousser à la manipulation. Voilà. Et donc, c'est important de savoir comment tout ça fonctionne parce que justement, plus je me laisse quelque part aller sur un chemin que j'ai pas vraiment choisi, mais parce que je me sens poussée ou quelque part manipulée, qu'on utilise ma culpabilité contre moi, mon manque d'estime contre moi, alors là, évidemment, je vais commencer à ruminer, à réfléchir, à porter un masque et ça va péjorer mon énergie et je vais commencer à avoir le sentiment que ma sensibilité est un défaut quelque part. Alors que si je peux faire un pas dans l'autre direction, inverser un peu la machine et la dynamique, alors là je vais réaliser qu'en fait ma sensibilité c'est mon meilleur atout et que ça me permet de détecter des choses extrêmement fines. Donc nous on est capable par exemple de détecter de façon assez fine lorsque ce que dit une personne ne correspond pas à ce qu'elle ressent. Parce qu'on peut lire quelque part émotionnellement la personne, on peut lire aussi son langage non verbal et on va détecter ces dichotomies, j'ai envie de dire. Alors après, le risque, c'est qu'on va l'exprimer en doigt, puis en disant oui, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce que tu penses. Puis la personne en face, soit elle-même s'en est pas rendue compte, soit elle cherchait justement un peu à nous manipuler. Donc elle va vous dire oui, mais est-ce que tu es susceptible, gna gna gna, c'est pas possible, il y aura le mal partout. Parfois c'est vrai parce que justement on réfléchit trop, mais d'autres fois c'est juste la vérité, c'est-à-dire qu'on a perçu quelque chose qui n'était pas correct, que peut-être la personne elle-même n'est pas prête ou n'a pas envie d'assumer, de voir à propos d'elle-même. Donc voilà. Encore une fois, la sensibilité, c'est comme tout dans la vie. Soit vous en faites votre meilleur atout, soit vous en faites un fardeau à porter. Alors ça vraiment, c'est un choix à un moment donné, d'aller dans une direction et dans une autre, et d'avoir cette persévérance qui est à ce moment-là dans la bonne direction, qui vous sert pour vous permettre d'aller toujours plus loin dans la compréhension et le décodage de tout ce que ces signaux vous transmettent. Et justement, également encore un écueil dans lequel beaucoup de personnes sensibles se laissent prendre, c'est ce perfectionnisme. C'est-à-dire, je crois que je dois être parfaite, justement, il y a ce qui est juste, il y a ce qui est faux, moi je vais faire les choses bien, je vais tout le temps, voilà, puis après, ensuite, ça nous dessert, parce que justement, ça génère plus d'anxiété et de peur. C'est comme si, par exemple, j'aime les animaux, je veux préserver les animaux, donc je deviens par exemple végane ou etc. Mais à ce moment-là, j'ose plus rien manger et puis je suis tout le temps dans la peur en fait de faire du mal à quelqu'un. Et quelque part, vous voyez ce que je veux dire? L'anxiété a pris le dessus. Et là, de nouveau, l'intention depuis laquelle vous faites les choses, euh, quelque part, vous passez à côté de l'essentiel parce que euh, l'intention doit rester d'amener plus de lumière dans le monde, plus de paix, plus d'amour, plus de peur et d'anxiété. Donc voilà, c'est encore une fois un équilibre à trouver. Donc là, je ne vous dis pas de devenir végane ou pas, c'est vraiment un choix qui apporte à chacun de trouver aussi un petit peu un équilibre dans tout ça. Quelles sont vos vraies valeurs, pourquoi et quelle intention vous mettez dans le monde. Et puis de pouvoir rester justement dans quelque chose qui génère plus de paix, qui vous apporte plus de paix, qui vous fasse sentir que vous êtes vraiment en adéquation avec qui vous êtes et pas qui vous rende anxieux. C'est vraiment un équilibre à trouver. Maintenir un bon niveau d'énergie,
de bonnes ressources, ça permet aussi, comme je le disais, de maintenir une forme d'immunité, qu'elle soit physique, qui vous permet de vous défendre contre les maladies, contre des attaques extérieures, physiques, mais aussi énergétiques, émotionnelles. Et ça, c'est important. C'est une difficulté pour beaucoup de personnes hautement sensibles, l'affirmation de soi, parce que ça nécessite d'utiliser à bon escient la colère. Et la colère, c'est pas une énergie avec laquelle on est à l'aise, elle est souvent en excès, c'est-à-dire on devient irritable, on s'énerve, ensuite on s'en veut, etc. Ou alors elle est réprimée parce qu'on n'ose pas, mais j'ose pas dire ça, parce que les gens vont penser que je suis méchante, etc. ou méchant. Alors vraiment, ce niveau vibratoire, cette énergie, ça fait que quelque part, in situ, sans qu'il y ait rien à faire, vous vous imposez un peu quelque chose. Hein. Vous montrez en fait que voilà, ça c'est ma limite et je suis quelqu'un de non violent, j'ai pas envie d'entrer en conflit, je vais faire ce qu'il faut pour l'éviter au maximum, mais ça c'est la limite au-delà de laquelle personne va aller. Et si jamais quelqu'un passe cette limite, alors à ce moment-là, je vais agir parce que c'est ce qui est juste pour moi. Et ça vraiment, c'est vraiment cette force, ce rayonnement qui vous permet quelque part de rayonner cela dans le monde, et comme l'image là qui est extrêmement parlante, de dire ok, voilà, jusque là c'est ok, mais au-delà de ça, moi, je suis pas d'accord. Ça permet aussi de pouvoir maintenir une bonne estime de soi, parce que quand on se laisse marcher dessus, j'ai envie de dire, ça péjore l'estime de soi, il n'y a pas de miracle. Hein. J'ai pas défendu ce qui était juste pour moi, j'ai pas défendu ce en quoi je croyais, je me suis pas respectée, donc ça peut pas faire du bien, c'est pas possible. Ça va baisser votre niveau d'énergie. Donc apprendre à trouver en soi cette justesse, et cette justice pour soi-même, et ce respect pour soi-même, ça c'est vraiment important. On a envie de créer des relations, on a envie d'être dans l'amour. C'est comme la recherche du Graal pour nous. Mais là aussi, ça va demander un excellent équilibre. Ça va demander beaucoup de compassion, de travail aussi pour apprendre à comprendre l'autre là où il est, pour trouver des chemins de communication qui soient euh, respectueux de l'un de l'autre, etc. Mais on pourrait dire que malgré tout, au fond, c'est ça qui nous rend le plus heureux. C'est ces relations, que ce soit avec des personnes humaines, avec des animaux, d'avoir vraiment cette richesse d'échange, etc. Ça, c'est ce qui va nous apporter le plus. Et ça a été prouvé d'ailleurs par une étude qui a été réalisée par l'université de Harvard durant plus de 70 ans sur une quantité importante de personnes qui provenaient de divers sexes, milieux sociaux, cultures, etc. Ils ont pu démontrer, grâce à cette étude, qu'au fond, ce qui rend heureux dans la vie, c'est la qualité de vos relations. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est important de travailler sur soi pour apprendre à créer ce type de relation-là dans ma vie. Choisir les personnes, travailler sur mes relations, travailler sur moi, mon estime de moi, trouver justement une position qui soit équilibrée, où c'est pas moi qui prends en charge toute la relation, et justement j'investis quand même dans ces relations, j'ose prendre le risque, etc. Tout ça, c'est vraiment tout un chemin, tout un travail qui est d'ailleurs fascinant et magnifique. Parce que justement, la personne sensible, pour elle, la séparation est difficile. C'est comme si on la privait d'une partie d'elle-même. Et quelque part, c'est une réalité, parce que on sait, la plupart des grands maîtres nous le disent, on fait tous partie de l'unique, d'accord? On est tous reliés, donc évidemment, être en conflit, rejeter quelqu'un d'autre, c'est rejeter soi, etc. Et ça, inconsciemment, on a cette perception-là. Mais toutefois, parfois dans la vie, sans qu'on ait à renoncer à l'amour, en réalité, parce que l'amour est éternel, ça aussi c'est une de mes convictions profondes, je crois qu'il n'y a rien qui nous sépare de l'amour. Parfois la relation en elle-même doit être ajustée. Parfois même c'est nécessaire de prendre des distances avec certaines personnes qui sont justement pas porteuses pour vous dans ce moment-là. Mais de pouvoir conscientiser ça, que l'amour ne meurt jamais, que l'amour est éternel. C'est-à-dire que même si par moment je suis en conflit, même si par moment j'ai besoin de prendre des distances pour digérer quelque chose, même si par moment je me rends compte que le comportement d'une certaine personne n'est pas bon pour moi, parce que cette personne elle-même est prise dans une dynamique qui la tire vers le bas, dans certaines addictions, dans des comportements violents, etc., que c'est nécessaire pour mon propre respect justement de mettre un terme momentanément ou de façon plus durable à la relation, je ne perds jamais l'amour. Ça, c'est vraiment important parce que ça me permet de faire la paix avec tout ça. Et notamment, moi, pendant très longtemps, j'avais de la difficulté avec
le fait que l'on doive quitter ce monde, mourir, que je devrais me séparer, notamment de mes parents, de certains animaux, etc., de mes proches. Et c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup jusqu'à ce que je comprenne un peu tout ça, en fait, qu'on est en lien, que l'énergie de la personne ne meurt jamais et puis qu'on peut rester en contact, en fait. Voilà, ça m'a vraiment, vraiment énormément aidé. Et ça fait partie des grands développements que j'ai pu réaliser ces dernières années depuis que j'assume pleinement ma sensibilité et que je découvre, en fait, tout ce qui se cache là derrière et tous les mystères et tous les miracles qu'on peut découvrir grâce à sa sensibilité. Justement parce que tout ça c'est un enjeu pour nous, parce que pour éviter cette séparation, pour éviter le rejet, pour éviter de se sentir abandonné, tout ça, on va avoir tendance à porter toute la responsabilité de la relation, à faire tout, nous, à entretenir, à faire toujours les premiers pas, à ne pas oser dire ce qu'on pense vraiment, par peur de perdre, etc. Et je dirais ce manque de compréhension, encore une fois, c'est un manque de compréhension. Malheureusement, parfois, ça nous pousse à en faire trop aussi. Alors que la relation, en fond, c'est comme un pont entre deux personnes et chacun doit faire la moitié du pont. Parce que justement, pour qu'une relation soit harmonieuse et enrichissante, elle me tire vers le haut, c'est nécessaire que l'énergie des deux personnes entre en résonance dans le positif et que ça crée justement de l'énergie. Mais pour ça, il faut vraiment être conscient que chacun a sa part de responsabilité. On a souvent peur de l'inconnu. Ça aussi, c'est compliqué parfois de prendre des risques parce que ça génère chez nous cet inconfort. Et là aussi, on est capable de se faire beaucoup de films, etc. Mais moi, j'ai réalisé qu'au fond, c'était possible pour moi d'aller vers l'inconnu, de prendre des risques quand j'avais un cadre sécurisé. Donc d'abord, j'ai appris à travailler sur ce cadre. Qu'est-ce que j'avais besoin pour que mes besoins, de quoi est-ce que j'avais vraiment besoin pour être dans une bonne hygiène de vie, pour me sentir bien, pour me sentir à l'équilibre. Et j'ai réalisé que, par exemple, c'était important de planifier certaines choses, que j'avais besoin de visualiser tout ça dans un agenda, que j'avais besoin de m'assurer que j'étais sécure dans mes relations, que certaines choses, voilà, d'avoir balisé un peu le terrain, mis un cadre, si vous voulez. Puis en dehors de ce cadre, ou à l'intérieur de ce cadre, plutôt, je peux vraiment créer ma vie, je peux prendre des risques et je peux avoir le courage de faire des choses inhabituelles et de me dépasser. Voilà. En tout cas, pour moi, en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est vrai que j'ai atteint un certain niveau d'équilibre, d'harmonie, même si la vie continue de me défier. Ça a été une longue quête solitaire, à la fois spirituelle, à la fois existentielle. Et comme la petite fille sur cette image, c'est pas moi, mais ça aurait pu être moi. Ça a été douloureux par moments. Ça a été vraiment, comme je disais, des moments d'isolement, de solitude, mais aussi des grands moments de remise en question qui m'ont permis de faire un pas de plus, d'aller plus loin et d'acquérir beaucoup de connaissances et de sagesse, même s'il y a encore énormément de chemin à faire, j'en suis bien consciente. Mais en tous les cas, ça m'a permis de changer mon regard et de sortir de ces états de profonde vide, en fait, dans lesquels je pouvais être. Et je pense que ça m'a permis d'aller voir un peu plus loin ce que c'était vraiment que la réalité. On me disait souvent que je voulais pas vivre dans le monde réel parce que je voulais pas regarder le téléjournal, je voulais pas lire les journaux, je voulais pas vivre dans cette industrie, dans ces métiers conventionnels, etc., etc. Moi, la réussite sociale et tout ça, même si à un moment donné j'y suis arrivée, ben, ça m'a pas du tout épanouie, etc. Tout le monde disait que j'étais trop compliquée, que je me posais trop de questions, et puis que je fuyais le monde réel parce que je cherchais pas les nouvelles, donc je savais pas ce qui se passait dans le monde, etc. Et oh là là, j'ai envie de leur dire, non mais c'est pas le monde réel. Je veux dire, le monde réel, c'est pas regarder toutes les guerres qu'il y a à la télévision de 19h30 à 20h, parce qu'en Suisse, c'est à l'heure où passe le téléjournal, et puis en dehors de ça, vivre une vie fondée sur la peur, où je ne me pose jamais aucune question de qu'est-ce que ça pourrait avoir comme sens. Ça, c'est pas la réalité, en tout cas pas la façon dont moi je le perçois. Souvent d'ailleurs, on cherche à nous hébéter avec cette télévision, à nous faire peur pour qu'on consomme, parce que à la fin, c'est ça aussi le but que certaines personnes recherchent, c'est qu'on consomme un maximum, parce que ça les enrichit eux. Et puis en même temps, nous, on laisse partir tout ce qui fait de nous la beauté des êtres que nous sommes. Donc voilà, c'est quoi cette réalité justement? On y dit, ben toi, t'es un homme, alors tu dois
tu dois performer, tu dois réussir, tu dois poursuivre une ascension sociale jusqu'à ce que tu atteins un niveau où tu as une belle bagnole et tout, et puis que tu as plein de fric, et puis là tu seras heureux, mais tout ça c'est du flan, ça n'a jamais rendu personne heureux. Si, et bon, alors, je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas heureux, mais s'ils le sont, c'est pas à cause de ça. On leur dit, ben voilà, t'achètes telle voiture, ensuite ta femme va ressembler à ça, et là enfin tu seras heureux, mais attends, ça peut pas rendre heureux, parce que tout ça c'est superficiel. Ce qui va me rendre heureux, c'est comment j'évolue en fait, qu'est-ce qui nourrit mon cœur. Dans la Bible, il est dit ceci, il est dit, prends garde à ton cœur car c'est la source de vie. Et c'est vrai que justement, si je ne prends pas garde à mon cœur, ben je peux pas être heureux parce que ce qui met en vie, en fait, c'est quoi? C'est quoi l'essence de ce qui nous met en vie? C'est une question importante à se poser. C'est la lumière, justement. La lumière au sens large, avec tout ce qu'elle peut, la conscience. Alors, voilà, pendant longtemps, moi aussi, je me suis dit, mais en fait, moi, j'arrive à rien, quoi. Euh, je vois tous les autres autour de moi, ils ont un couple, une famille, ils ont tel poste, ils ont telle voiture et ils sont heureux. Et j'ai cru en fait que c'était ça aussi qui allait m'apporter le bonheur, mais comme en fait ce que moi je cherchais c'était quelque chose de beaucoup plus profond que ça, déjà ben, j'y arrivais pas parce que je savais pas comment faire pour être heureuse dans ces conditions-là, et puis j'avais l'impression d'être en retard sur tout le monde. Et puis heureusement, c'est Christelle Petitcola qui le dit, en fait c'est la réussite tardive du surdoué ou de la personne hautement sensible ou surefficiente mentale, c'est que ben toute une partie de la vie, je pense, est investie pour comprendre tout ça, pour faire des erreurs aussi, par certaines crises, se tromper. Mais au bout d'un moment, aujourd'hui, je me dis que ben, j'ai la quarantaine et puis j'ai accès à un niveau de paix, de satisfaction, de liberté que peu de gens arrivent à atteindre à mon âge. Donc au fond, ben, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de retard au début. Et puis finalement, aujourd'hui, ben, voilà. Je ne sais pas ce que vont encore m'apporter les 40, peut-être 50 prochaines années de ma vie, mais je me réjouis. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Ça m'a pris des années de développement pour pouvoir dire ça. Parce que justement, ce que j'ai découvert aussi, c'est que la vérité était ailleurs, bien au-delà de ce que j'avais réussi à m'imaginer. Pendant longtemps, moi, j'ai accepté la science comme étant un dogme, une religion. Voilà, aujourd'hui, on se bat beaucoup contre la religion et les gens ne réalisent pas que simplement, plutôt que la religion contre laquelle ils se battent, qui est la chrétienté ou la religion musulmane ou quelle que soit la religion, en fait, ils ont juste adopté une autre religion qui est la culture de l'argent, qui est la culture de la science, qui est la culture du dogme, de capitaliste, etc. Parce qu'en fait, voilà, on suit tous quelque part un dogme. On est tous, qu'on le veuille ou non, quelque part conditionnés. Mais il y a certains conditionnements où on a quand même accès à plus de liberté. Et c'est tout un travail de pouvoir justement accéder à ce type-là de conditionnement qui vous tire vers le haut. Moi, c'est aussi grâce à ma compréhension de la physique quantique. Donc, quelque part, ce qui est étonnant, c'est que c'est la science qui m'a conduite aussi à faire toutes ces découvertes incroyables, qui a ouvert ma spiritualité. Comme disait Nikola Tesla, qui est un homme fascinant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Parce qu'encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'impression que la réalité, c'est le monde qu'on peut voir, qu'on peut toucher, mais alors pas du tout. Il n'y a rien qui pourrait être plus faux que ça. C'est-à-dire que même ce que vous pouvez toucher, qui semble dense, en réalité, ça n'est que des petites parties d'énergie qui se meuvent dans un grand vide, qui en réalité n'est pas vide, mais plein d'informations, plein de potentiel. Et ça, Nikola Tesla l'avait réalisé. Il a fait des découvertes bien en avance sur son temps, d'ailleurs, qui promettent encore beaucoup de révolutions énergétiques, notamment sur notre planète. Et voilà, en fait, tout ça, toute cette réalité qu'on veut nous vendre, c'est du flan quelque part, parce que la vérité est bien ailleurs. Alors moi, je ne dis pas que j'ai découvert la vérité, mais je sais en tous les cas que la vérité est grande, mystérieuse et merveilleuse. Et que c'est aussi mon regard, et le regard que je porte sur l'expérience, qui peut augmenter ce niveau vibratoire et qui peut m'ouvrir en réalité. Parce que comme cette image qui est extrêmement parlante, en fait, la physique quantique, la spiritualité et le développement personnel nous montrent que c'est beaucoup mon regard sur une expérience qui va définir ce que je vais en faire et qui va créer aussi mon expérience future. C'est-à-dire que mon passé crée mon avenir,
la façon dont moi je me perçois, dont je perçois mon passé, est créateur pour mon avenir. Et même si on doit, bien sûr, vivre l'instant présent, etc., c'est quand même important, je trouve, de se poser ces questions-là. De comment, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour mon avenir? Quelle est la lumière, l'intention que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie pour m'apporter aussi cette élévation, cette évolution? Encore une fois, nous sommes bien plus que notre corps physique, nous rayonnons, ça nous donne des perceptions, ça nous donne aussi un pouvoir créateur. Et ça, c'est la lumière, en fait, qui crée tout ça. Cette lumière au sens large, c'est pas uniquement des photons, c'est bien plus que ça. Et les dernières recherches ont permis de démontrer que cette lumière est créatrice, qu'elle va jusqu'au cœur de nos cellules, en fait, que même la molécule d'ADN est un grand laser, quelque part, hein, on pourrait imaginer ça comme ça, qui émet de la lumière. Chaque cellule communique entre elles grâce à cette lumière. Qui est là, qui est cette conscience qui met notre corps en vie, qui nous fait rayonner, etc. Et c'est aussi ce niveau de lumière à l'intérieur de nous, de notre corps physique, qui va déterminer notre niveau de santé et qui va déterminer la qualité de vos pensées, de ce que vous êtes capable de créer. Et vraiment, il y a des moyens d'agir sur cette lumière. Et c'est pour ça que de plus en plus, moi, j'ai eu envie de promouvoir la santé avec le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de cette lumière, à faire des soins énergétiques pour permettre à cette lumière vraiment d'augmenter et nous permettre d'accéder à des niveaux de compréhension et de sagesse qui sont supérieurs et qui nous sont vraiment donnés en abondance pour autant qu'on sache où aller chercher encore une fois. Par exemple, un univers propice à la vie comme celui dans lequel on est en train de vivre, on a l'impression que c'est normal, mais en fait non, c'est incroyablement génial. Ça a été conçu par un niveau d'intelligence totalement supérieur auquel on n'a absolument pas accès dans un cerveau humain. Par exemple, la quantité d'énergie générée par le soleil, la stabilité du soleil, la vitesse de la lumière, la taille de la lune, la taille de la terre, les grandes forces qui régissent l'univers, sa densité, les charges, les forces des particules élémentaires, les proportions des différents gaz de l'atmosphère, les forces qui protègent l'atmosphère au niveau électromagnétique, au niveau de la couche d'ozone, etc., etc. Tout ça, c'est des réglages extrêmement fins. Je veux dire, et la probabilité que tout soit dans les bonnes proportions, elle est de 1 chance sur 10 puissance 60. Donc c'est une chance sur 1 suivi de 60 zéros. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, c'est incommensurable. En fait, ça correspond à mettre une cible à l'autre bout de l'univers, à viser et à taper dans le mille. C'est incroyable, donc ça ne peut pas être un hasard. Tout ça a été créé pour nous donner cette expérience, pour nous permettre d'évoluer. Ça, c'est vraiment magique. Et d'avoir conscience de tout ça, ça nous permet d'acquérir justement cette clairvoyance, cette sagesse qui nous permet de sortir de notre gravité, de notre marasme, de ce conditionnement, de cette peur, pour accéder justement à un niveau d'harmonie supérieur et à la santé au niveau global. Pas uniquement physique, mais l'acceptation, le niveau de satisfaction, etc. Et ça, c'est vraiment, je trouve, c'est magnifique de pouvoir réaliser tout ça, d'avoir cet esprit qui nous permet de voir tout ça. Une autre chose qui me fascine, par exemple, c'est juste un exemple, c'est ce miracle de la molécule d'eau. C'est incroyablement fascinant, en fait, cette molécule dont chaque être vivant est constitué en majorité. Un être humain, par exemple, c'est 70 à 80% d'eau, majoritairement, et cette eau a une mémoire, cette eau a une conscience. On s'en rend compte rien que quand on se dit, ok, que je ne sais pas si vous avez déjà pu observer sur votre gant l'hiver en ski un flocon de neige. Alors j'espère que vous êtes dans une région du monde où c'est possible pour vous d'admirer un flocon de neige, c'est fascinant. Chaque flocon de neige est unique. Comment ça se peut que ce soit une telle œuvre d'art en fait? Comment les molécules d'eau savent comment se positionner, comment se cristalliser pour former un magnifique cristal. C'est complètement incroyable. Et justement, cette eau a une mémoire, ça c'est les travaux du docteur Montaigne, de Hashimoto, etc., qui ont permis de mettre tout ça en lumière. Que par exemple, si vous écrivez sur une bouteille d'eau le mot amour, ça va former des cristaux magnifiques, harmonieux, etc. Et si vous écrivez sur une bouteille d'eau je vais te tuer, ça va totalement désorganiser. Et l'eau, en fait, dans des structures colloïdales, permet de quelque part capturer ces vibrations-là. Et ensuite, si vous ingérez cette eau, ça va impacter votre niveau énergétique à vous, votre vibration à vous. Donc c'est magnifique en fait
de pouvoir prendre conscience de tout ça, que en fait, si chaque jour vous alimentez votre niveau de foi, votre niveau de lumière, que vous cherchez vraiment à accéder à tout ça, c'est tout votre corps qui va vibrer d'une façon différente et qui va aussi quelque part répandre cette lumière, cet amour, cette harmonie dans le monde. Je trouve que c'est totalement fascinant. Moi, j'ai mis très très longtemps en fait à pouvoir déjà croire à tout ça et puis prendre la mesure de tout ce que ça pouvait signifier en termes de beauté, en termes d'intelligence qui a créé cet univers, appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez, la source. Bref, il y a quelque chose, cette conscience qui a permis à tout ça d'advenir. Ça, c'est vraiment fascinant. Et c'est là vraiment que vous trouvez les clés, la source et la lumière pour accéder à un niveau de santé global qui soit supérieur. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'on va bientôt, ce sera Noël, on va célébrer le retour de la lumière. Et vraiment, moi, voilà, ces dernières années, ce chemin que j'ai fait, ça m'a permis d'accéder à tout ça. Je dis pas que j'ai découvert la vérité parce qu'elle est bien trop mystérieuse, bien trop grande, mais j'ai découvert le mystère en fait. J'ai découvert comment on pouvait vraiment augmenter son niveau de satisfaction, son niveau de bonheur, sa foi, sa confiance. Et tout ça, ça m'a libérée. Ça m'a libérée du marasme et de ce profond désespoir dans lequel je me trouvais. Et si je pouvais vous donner une seule clé et permettre à une seule personne de faire un pas de plus dans la bonne direction pour répondre ça encore de façon plus grande dans ce monde, vraiment ça me rend extrêmement heureuse et j'espère que ça vous permettra à vous aussi, si c'est déjà là, de nourrir encore cette confiance et si c'est pas là, de faire un pas de plus vers cette foi, vers cette lumière. Pour vous permettre d'embrasser votre différence, d'aimer qui vous êtes, de l'assumer et de faire en sorte que vous puissiez transmettre cette lumière autour de vous. Et par exemple, moi, j'aime bien me laisser inspirer par certaines citations, par certains ouvrages, par l'histoire de certaines personnes. Et une fois, j'avais lu ça. Si la vie te donne un citron, fais-en de la limonade. Et moi, je trouve ça très très fort. C'est pas facile, mais quand on y arrive, c'est tellement gratifiant, c'est absolument magnifique. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Ça aussi, c'est des paroles que j'avais entendues dans un film qui s'appelle Invictus, sur la vie de cet homme fascinant qui est Nelson Mandela. Et j'ai envie de vous dire, voilà, laissez-vous inspirer. Demandez-vous qui est-ce que vous avez envie d'écouter. Comment est-ce que vous avez envie de nourrir votre âme? Est-ce que c'est en regardant des horreurs à la télévision? Est-ce que c'est en vous laissant inspirer par des personnes qui ont vaincu le monde, je dirais, comme l'a dit Jésus, ou comme l'a dit Nelson Mandela, qui a réussi à trouver la paix, l'ouverture dans une cellule de prison? C'est totalement incroyable, fascinant, la force de l'esprit, ce que l'esprit est capable de faire dans le bien comme dans le mal. Je crois qu'en chacun de nous, il y a un potentiel énorme du pire vers le meilleur et que aller vers la lumière, c'est vraiment comme un choix, un engagement et qu'on peut nourrir ça chaque jour, que ça demande de la persévérance mais que ça porte vraiment ses fruits. On a en nous un trésor entre les mains, notre sensibilité, elle nous permet vraiment d'accéder à tout ça, de pouvoir le sentir, le percevoir, le nourrir en tant que conviction, parce qu'on est capable d'aller bien au-delà de ce mental, d'acquérir l'intuition, et vraiment, voilà. Mais comme cette photo d'améthyste, en fait, qui est une pierre qui me touche beaucoup, en fait, a priori, on voit rien parce que c'est enfermé dans un caillou, dans une roche. Et puis, c'est une fois qu'on casse, qu'on voit ce miracle, en fait. Et c'est ça, je crois qu'on doit casser ce conditionnement, on doit casser ce mental, etc. Cette illusion de séparation, de noirceur, de gravité, pour découvrir, en fait, ce trésor. Et ça, c'est vrai que ça peut être douloureux. Il y a beaucoup de renoncements, c'est un chemin, mais ça apporte vraiment énormément. Pour avoir ce qu'on veut, on doit aussi d'abord renoncer à ce que l'on ne veut pas. Et c'est ça qui est difficile, renoncer à certaines illusions, à sa sécurité. Souvent aussi, on n'ose pas faire ce chemin parce qu'on se dit, mince, mais je vais être tout seul en fait. Parce qu'on croit qu'on est seul, mais au fond, non. On est plein sur ce chemin, en particulier à cette période-là que l'on vit sur cette planète. Et vous serez pas du tout seul. Vous allez au contraire découvrir à quel point vous êtes unis
et relier. Et puis, vous pourrez peut-être même inspirer certaines personnes à vous suivre. Voilà, se libérer du conditionnement, c'est un peu comme être une licorne au milieu des chevaux. Alors, la licorne, c'est magnifique, moi j'adorais ça quand j'étais enfant, mais en particulier, je trouve que c'est un symbole d'initiation en fait. C'est comme si cette corne ici, c'était le troisième œil, la connaissance, la sagesse, et que plus vous nourrissez ça, plus vous permettez aussi de répandre ça dans le monde, et plus on sera de licorne, et mieux le monde se portera. Voilà. Regardez vers le haut. Au lieu de me dire l'obscurité, allumez une petite lampe. C'est les paroles de Hama que j'ai déjà citées, mais que je recite parce que tellement elles m'ont porté, elles m'ont permis aussi de continuer dans cette direction-là, de ne pas chercher à justement me nourrir de toute cette horreur dans le monde, mais à regarder les signes de la lumière en fait. Fort. Je vous aime, croyez en vous, nourrissez la lumière et à très bientôt. Au revoir.